l'actualité. Nombreux sont les politicards. Quel est le regard que vous avez justement du contexte burkinabé en termes de liberté d'expression? On n'a jamais mené Norbert au tribunal parce qu'un article qu'il avait écrit était faux. Mais rares font de la politique. La nature est la horreur du vide. La mort du journaliste kamikaze parce qu'il a pratiquement offert sa vie pour qu'il y ait un changement. Nombreux ont de la prétention. Mais rares prennent des positions. Qui a été les principaux intermédiaires? Nombreux font des jugements. Mais rares ont la justesse. Toutes les femmes se battent autant que les hommes. Mais je dirais aussi qu'il y a des ministres hommes qui ne sont pas compétents mais qui sont là quand même. Ou bien. Mais quand l'actualité devient l'objet... Normalement, la notion bien comprise de laïcité permet un équilibre des confessions religieuses à l'intérieur d'un espace républicain. Tous deviennent sujets. La simple conscience de savoir que l'autre découle de nous, ça crée naturellement en vous un sentiment de paix et ça tue tout sentiment de guerre. Le tribunal de l'actualité, du lundi au vendredi à 8h, simultanément sur Watt FM et Twi TV. Rediffusion 22h30 sur Twi TV et 22h sur Watt FM. Twi TV, la télé interactive. Mesdames et messieurs, bonjour. L'écrivain Serge Zeller a écrit ceci: « Mieux vaut rester sourd à la langue de bois que boire les paroles d'un dialogue de sourds. Mieux vaut rester sourd à la langue de bois que boire les paroles d'un dialogue de sourds. » Bonne méditation en cette journée du 30 mai 2019. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette 4e convocation de la semaine de votre émission, le tribunal de l'actualité. Un rendez-vous où sont jugés les faits de majeur de l'actualité entre approbation et condamnation, confirmation, vérité et dénégation. Tout un plaisir. Je suis Lukman Sanfo. Je préside ce tribunal aux côtés de 2 juges au siège, Bernard Bougma et Geoffroy Vaha. Bonjour à tous les deux. Bonjour président, bonjour juge Vaha, bonjour madame, messieurs. Bonjour juge Bougma, bonjour président, bonjour auditeurs et téléspectateurs. Merci à tous les deux d'être sur ce plateau du tribunal de l'actualité en cette journée spéciale de l'Ascension. C'est cela, Bernard Bougma? C'est l'Ascension, c'est l'Assomption. C'est une fête catholique qui intervient 40 jours après Pâques. Ça s'appelle également la montée de Jésus-Christ vers le Père. C'est ce que les chrétiens disent. Merci bien. Mesdames, Messieurs, merci aussi de votre fidélité à ce programme qui est diffusé de façon simultanée sur Watt FM à Ouagadougou 100.8, à Bobo de Lasso 105.5 et à Tinkodogo 104.7 et puis à travers le bouquet Canal Plus sur Voix Télé Interactive accessible sur le numéro 254. Ce matin, nous allons nous intéresser à la reprise du dialogue annuel gouvernement-syndicat ouvert mardi 21 mai dernier à Ouagadougou. Après 2 ans d'interruption, la rencontre qui était prévue pour durer jusqu'au 26 mai prochain a été suspendue quelques minutes seulement après l'ouverture et pour cause, les organisations syndicales ont posé un préalable dit non négociable. Donc, faute d'entente entre les parties, la rencontre ne s'est plus poursuivie et selon des responsables syndicaux contactés par notre organe, le Premier ministre a tenu des propos pas intéressants qui frisent un manque de considération envers les travailleurs, ce qui n'a laissé aucune chance à la tenue de la rencontre. Mais dans un récent communiqué, la partie syndicale se dit prête à rencontrer à nouveau le gouvernement. C'est ce qu'avait laissé entendre aussi le Premier ministre Dabiré qui avait indiqué que son gouvernement est disposé à reprendre immédiatement les discussions dès que possible. Alors, pour comprendre le sens des positions, nous avons convoqué pour commencer la partie syndicale à bien vouloir s'expliquer et c'est le président du mois de l'unité d'action syndicale l'UAS, Yamba Georges Kwanda, qui est sur notre plateau. Bonjour et bienvenue. Bonjour, M. Lukman. Merci de saluer aussi les juges. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour, M. Kwanda. Mesdames, Messieurs, les avant-propos pour commencer. Alors, on commence cette partie avec Bernard Bougma qui prend la parole. Merci, Président. Alors, mon avant-propos va concerner un article qui a été exploité par Middle East Eye, qui a exploité un rapport et qui révèle que le Sahel est devenu un nouvel Eldorado pour les compagnies militaires occidentales privées. Donc c'est le terme privé qui m'a beaucoup intéressé. Et donc ici,
dans l'article, il dit que la force américaine, donc l'armée américaine à travers l'Africom, donc le commandement des Nations Unies pour l'Afrique, se retrouve également dépendant de ces sociétés privées-là, dans les domaines comme la récolte de l'information sur le terrain, l'intervention spécialisée, le transport tactique, l'évacuation médicalisée et parfois pour l'exploitation des individus arrêtés. Et donc il y a... Ensuite, vous avez même jusqu'à la restauration, ce sont des compagnies privées également qui se partagent effectivement ce pactole-là. Donc jusqu'à la formation des gardes rapprochés de certains présidents, comme l'ancien président soudanais Omar el-Béchir. Et puis bon, c'est beaucoup d'argent. Je prends par exemple, on dit par exemple pour le Burkina Faso, il y a une société militaire privée, Omega Consulting Group, qui a ouvert sa filiale au Burkina. Et donc, avec l'envoi de plusieurs hommes, et qui recrute également, qui avait recruté sur sa page Facebook. Et le salaire va parfois de $2,000 à $5,000 par mois. Alors, $5,000 par mois, on est à plus de 2 millions, presque 3 millions de francs CFA. Donc pour quelqu'un qui s'engage dans ce groupe-là, effectivement, par rapport au travail sur le terrain, comme on le dit. Donc c'est un business qui va au-delà du business. Nous regardons toujours ce que les terroristes gagnent. On dit qu'ils gagnent par les rançons, ils gagnent par les matières précieuses, ils gagnent par, qu'est-ce qu'on dit, les pierres précieuses, pardon, ils gagnent par le trafic de drogue et tout, le trafic d'armement, oui. Mais à côté, effectivement, de ces groupes terroristes, il y a un autre business florissant et ce sont ces compagnies militaires privées. Est-ce que ces mêmes compagnies-là ont intérêt à ce que ce conflit-là cesse au Sahel? Ce sont des questions qu'il faut se poser. Parce que c'est du biscuit. Si vous arrivez à mettre 3 millions sur la tête de quelqu'un par mois, ça veut dire qu'il y a un intérêt, il y a un gain. Vous gagnez combien avec l'État qui va vous aider et puis tout, qui va vous permettre de vous implanter. Quand on sait qu'il y a tout un arsenal, parce que c'est toute la chaîne jusqu'au combat. Il y a même des prix qui sont proposés jusqu'au combat, qui vont au-delà du salaire en fonction des zones et en fonction du profil. Parce qu'il y a d'autres profils, on met entre griffes, on veut un baroudeur. Et donc ça veut dire qu'il y a tout un business autour de ce terrorisme-là au niveau du Sahel. Donc ce n'est pas que la faiblesse seulement de nos États, de nos chefs d'État incapables de faire face à une situation, mais il y a du business qui vient de businessmen ukrainiens, américains, russes et autres, français, dans cette zone-là. Donc il nous faut effectivement avoir plusieurs angles de vue, plusieurs regards, et puis commencer effectivement à nous assumer comme on le dit. Et donc vous comprendrez un peu pourquoi au Mali et au Niger, les jeunes commencent à manifester. C'est en même temps un réveil, mais si le problème est mal posé et les méthodes mal utilisées, le résultat escompté, on peut ne pas l'avoir. Mais il y a effectivement matière à réflexion quand on tient compte effectivement de ce que ce rapport révèle sur le business des militaires privés au niveau du Sahel. C'était ça mon avant-propos. D'accord, merci bien pour ce regard. Geoffroy Vara, c'est à vous. Merci. Moi, je vais m'intéresser très rapidement à la communication orale du ministre des Enseignements qui est revenu sur la question des élèves qui, logiquement, devraient être présents dans certains établissements privés pour lesquels il y a une convention donc, avec l'État. Et donc, quand ils y sont amenés, l'État paye une partie des frais de scolarité. Donc, on sait que c'est des charges en plus. Maintenant, il y a un travail qui a été fait pour essayer de savoir l'effectivité de la présence de ces élèves-là, parce que souvent, c'est à la déclaration aussi de ces établissements. Et on se rend compte qu'il y a un véritable gap. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de fausses déclarations et de présence et donc de frais assumés par l'État qui ne devraient pas l'être. Donc vous comprenez un peu que très souvent quand on dit bonne gouvernance, on dit ceci ou cela, quelquefois c'est le citoyen qui préfère que l'exemple vienne de l'autre, mais il ne se sent pas concerné dans les petits business qu'il fait parce que se dit qu'à son niveau c'est pas grave. Voilà. Alors que la rigueur qu'on veut pour l'autre, il faut commencer à l'avoir pour soi-même et c'est comme ça qu'on construit une nation. Et je salue au passage donc cette initiative du ministre là. Et puis évidemment les réflexions qu'il y a eu récemment pour la question de la rationalisation aussi, pour ce qui est de moyens humains qu'on a dans certains ministères, notamment la question de l'enseignement aujourd'hui mérite qu'on s'y penche parce qu'il y a beaucoup d'enseignants qui sont revenus dans la capitale ou bien dans d'autres villes
et c'est des personnes qui doivent être redéployées parce que depuis, ça ne bosse pas, parce que vos établissements sont fermés ailleurs et tout. Et quand c'est comme ça, c'est un peu compliqué. Et je pense que c'est des choses qui viennent à point nommé. Et puis, il y a un aspect que j'ai aimé aussi dans l'approche, c'est le caractère consensuel. C'est très important parce que vous savez, on le dit toujours, ce que vous faites pour moi, sans moi, à la fin vous le faites contre moi. C'était mon avant-propos. D'accord, merci d'avoir été moins long que Bernard Bougma ce matin. À présent, parlons du dialogue gouvernement-syndicat ouvert le mardi 21 mai à Ouagadougou au titre de l'année 2017, qui a été aussitôt suspendu du fait d'un préalable posé par la partie syndicale, alors que Christophe Dabiré, le chef du gouvernement, a dès l'ouverture de la rencontre salué l'attachement des partenaires sociaux au dialogue. Il s'est félicité du début des négociations. Pour lui, cette rencontre devait donc permettre au gouvernement de s'enquérir des préoccupations des travailleurs, de situer les responsabilités sur les causes de la non mise en œuvre des engagements dans l'optique d'envisager donc des solutions. Mais la partie syndicale pose des préalables pour sa participation au dialogue. De quoi il s'agit concrètement? Quelle chance donner véritablement à ce dialogue? Alors, on en parle avec le président de l'unité d'action syndicale, l'UAS, Yambajor Skwanda. Encore une fois, bienvenue. On commence par des généralités. Curieusement, en 2017, quand nous parlions justement de cette rencontre gouvernement-syndicat, c'était vous qui étiez encore président de mois. Ouais. Je ne sais pas si c'est une simple coïncidence ou bien on fait en sorte que le mois dans lequel on doit échanger avec le gouvernement soit présidé par quelqu'un qui a peut-être une particularité. Non, pas du tout, c'est juste un hasard. Mais avant tout, permettez-moi de saluer très respectueusement tous les auditeurs de WattFM et TruTV. Et pour revenir à votre question, non, vous savez que le fonctionnement de l'unité d'action syndicale est tournante. Aujourd'hui, je suis président de mois, nous disons président de mois, parce que c'est pendant 4 mois. Okay. Et au bout de 4 mois, c'est pas seulement basé de la CGT qui prend. En fait, le roulement suit, comment dirais-je, l'ordre alphabétique. Donc c'est comme ça. Donc après moi c'est Bassolement, après Bassolement de la CGTB, ça va être la CNTB, après ça sera la CSB, après FO, après ONSL, et ça va revenir encore à l'USTB. Parce que je suis président de moi, mais je suis avant tout secrétaire général de l'USTB. D'accord. Alors, autre question de généralité, on apprend que vous n'êtes pas autant réjoui de la tenue de cette rencontre avec le gouvernement, parce que il nous revient que vous avez en mémoire ces engagements non tenus par les autorités. Pour quand même une rencontre aussi importante qui ne s'est pas tenue 2 ans durant, ça devait être quand même quelque chose d'assez attendu. Oui, c'était quelque chose d'attendu en tout cas par la partie syndicale. Mais vous savez, même les propos du Premier ministre ne nous a pas tellement plu, parce que nous pensons que cette rencontre a une essence très importante pour le mouvement syndical et pour l'ensemble des travailleurs. Et quand vous entendez le Premier ministre nous dire, bon écoutez, si on ne s'entend pas pour cette rencontre-là, bon, on se retire et puis chacun va aller boire sa bière. Moi je pense que ce ne sont pas des propos à tenir dans ce lieu, vu l'importance que nous, en tout cas, parti syndical, nous lui donnons. Bernard Bougma. En termes de questions de généralité, je n'ai pratiquement pas. Je vois. Non, pas de question de généralité, allons dedans. D'accord, alors on va comprendre justement le sens de cette rencontre annuelle entre vous, syndicats et le gouvernement. Déjà pour ce qui est du fait que depuis 2017, on n'a pas pu tenir cette rencontre-là, quelle est l'explication que vous, syndicats, vous pouvez donner? Mais pour nous, ce n'est que une manque de considération. Pas plus que ça, il manque de considération, manque de respect, et cela s'explique par le fait qu'effectivement, depuis l'arrivée au pouvoir du président Marc-Christian Kaboré, cette rencontre n'a eu lieu qu'une seule fois. Alors qu'avec les gouvernements précédents, même avec la transition, cette rencontre a régulièrement eu lieu, donc annuellement. Le gouvernement a toujours rencontré le mouvement syndical, mais depuis 2017, et ça ne s'est plus tenu jusqu'à aujourd'hui où bon, ça a encore échoué. Donc pour nous, c'est... Quand vous dites c'est un manque de respect, est-ce que c'est pas votre interprétation? Parce que pratiquement dans tous les discours du président, on entend une part importante réservée au mouvement syndical, ce qu'il appelle les partenaires sociaux. Alors, on ne voit pas où est le manque de respect.
Non, ce que le président... Une certaine considération quand même de... Oui, ce que le président dit, c'est une chose, mais ce que ses collaborateurs font en bas, c'est autre chose. Parce que déjà par plusieurs faits démontrent effectivement ce manque de considération. Parce que quand, par exemple, la convocation première était pour le 20 mai. Alors, donc tout le monde s'était préparé, nous on s'était préparé pour le 20 mai, et 2 jours après, c'est juste un coup de fil du secrétaire général du ministère de la fonction publique, du travail et de la protection sociale qui nous appelle au nom du ministre de ce même ministère pour dire que le Premier ministre nous fait dire que la rencontre est reportée au 21. Point barre. Pas d'explication, rien du tout. Nous pensons que s'il y avait de la considération, ça pouvait être le ministre lui-même ou bien à travers un courrier, mais on nous fait part que voilà, suite à tel ou tel événement, bon, le Premier ministre n'aura pas le temps, ou en tout cas il est empêché et qu'il ne peut pas venir. Mais quand on nous appelle comme ça pour dire voilà, c'est reporté. Nous, à notre niveau, qu'est-ce que nous allons dire à la base? Si la base nous pose des problèmes, bon, pourquoi la réunion ne s'est pas tenue? Qu'est-ce que nous disons? Non, le ministre ne peut pas venir, c'est tout. Nous pensons que ça devait être mieux que ça. Geoffroy Plenet, la parole. Ok, merci Président. Moi, c'est vrai que tout à l'heure, question généralité, j'ai dit que je n'en avais pas, mais il y a aussi le rapport qui est celui de ce monde syndical-là, avec notamment l'exécutif et donc franchement le président aussi. Il y a que, vous dites, il n'y a pas assez de rencontres comme celle qu'on a vu. Il y avait une seule depuis que le président Roch est là. Mais la vérité aussi, c'est que il n'y a jamais eu autant de rencontres avec les syndicats de façon, comment on appelle ça, sectorielle. Ça aussi, c'est des réalités. Parce que les revendications, on n'en a jamais eu avec autant de recrudescence et puis autant de fermeté. Mais ça, c'est la faute à qui? Parce que l'unité d'action syndicale, c'est l'ensemble des 6 centrales syndicales et des syndicats autonomes. Mais quand le gouvernement décide de discuter uniquement avec les syndicats par secteur, mais nous ne pouvons rien dire là-dessus. Est-ce que c'est le gouvernement qui décide? Parce que c'est vous qui les prenez à la gorge. Quand ils demandent de vous rencontrer, c'est sur vos plateformes, c'est parce qu'il y a grève ici, c'est parce qu'il y a arrêt de travail ici, c'est parce qu'il y a. C'est le mouvement qui est intime, c'est pas eux qui donnent le ton pour les rencontres quand c'est dans ces sectoriels. Je suis d'accord, mais allons-y. Qu'est-ce qui fait qu'il y a des grèves? Pourquoi vous n'allez pas à la cause? Qu'est-ce qui est à la base de ces grèves-là? C'est parce que tout simplement, des gouvernements, bien sûr avant ce gouvernement, des gouvernements qui ont pris avec ces syndicats sectoriels des engagements. Nous allons faire ceci, nous allons faire cela, avec bien sûr des documents à l'appui, signés par les 2 parties. Si au bout de 2 ans, 3 ans, 4 ans, le gouvernement ne s'exécute pas, qu'est-ce que vous voulez que le mouvement syndical fasse, que ce syndicat fasse? Mais d'abord, peut-être même pour obtenir ces signatures, il a fallu peut-être aller en grève déjà. Donc on va en grève pour avoir les accords, et il faut aller en grève pour avoir l'exécution. Donc c'est une habitude qu'on a donnée aux syndicats, et aujourd'hui tout le monde reconnaît que sans cette lutte-là, on ne peut rien avoir avec ce gouvernement. Je ne voulais pas faire le débat des raisons, mais je disais seulement qu'on constate que vous voyez très souvent même d'ailleurs. Mais juste que pour ce qui est du rendez-vous, qui est celui d'avec tous les acteurs en même temps, cela ne s'est fait qu'une seule fois. Mais avec la façon dont c'est bouillonnant, vous voyez déjà très souvent. Et puis il y a cet appel que le président a lancé, c'est celui d'une trêve. On a vu comment ça a été balayé du revers de la main. Là, ce n'est plus un appel qui est lancé du secteur par secteur. C'est un appel qui est lancé de façon globale. Et tout le mouvement syndical. Tout le mouvement syndical. Et une trêve, ça ne se décrète pas. C'est l'aboutissement d'un processus. Donc quand il lance cet appel, c'est qu'il est dans la dynamique d'enclencher un processus. Vous l'avez balancé du revers de la main. Non, nous ne l'avons pas balancé du revers de la main. La preuve, le Haut Conseil du dialogue social a rencontré l'unité d'action syndicale il y a 2 semaines à peu près, et a accompagné d'un expert du BIT pour discuter avec nous
de comment effectivement arriver à cette trêve que le gouvernement social, que le gouvernement a demandé. Donc nous ne l'avons pas balayé de la main. Il ne faut pas dire, parce que comme vous l'avez dit, pour aller à la trêve, il y a que des conditionnalités, il y a des règles qu'il faut remplir. Mais si ces règles-là ne sont pas remplies, le mouvement syndical ne peut pas se dire seulement parce que le président a demandé une trêve, tout le monde reste tranquille. Non. Mais ce qui reste dans la mémoire du commun des Burkinabés, quand je parle de balai du revers de la main, c'est, pour ne pas citer seulement Bazier, ce sont aussi ces propos qu'on a entendus. Je ne sais pas si de mémoire, on a entendu d'autres syndicats répondre un peu plus favorablement ou bien résorber un peu la réponse qu'on a eue qui a été quand même assez sèche aussi de Bassolma. Oui, c'est ce que je dis. Pour avoir une trêve sociale, il y a des règles qu'il faut respecter. Bon, vous savez que le mouvement syndical est, comme j'ai dit, il y a 6 centrales. Et chaque centrale aussi est libre. L'unité d'action syndicale n'est pas une organisation, j'allais dire, c'est l'unité dans la diversité. C'est-à-dire qu'on est ensemble pour discuter de certaines choses, mais face à certains problèmes, chacun aussi est libre d'aller ou de ne pas aller. Et c'est ça qui fait aussi notre particularité. Donc si je veux bien comprendre de ce qu'on a entendu de vous tout à l'heure, il y a des rencontres, il y a des discussions qui pourraient amener à aboutir à cette trêve. C'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Oui, mais pour aller à une trêve sociale, il faut que ça soit l'ensemble du mouvement syndical. Okay. Et ça, je pense que tout le monde l'a compris. Et c'est d'ailleurs pourquoi le gouvernement, à travers le Haut Conseil de dialogue social, a demandé l'appui du BIT pour les aider justement à aller vers cette trêve sociale que nous attendons. D'accord. Voilà. Bénard, une série de questions. Oui, commentaire et puis question. Le commentaire que je fais, c'est que sur la base de ce que Geoffroy a dit, quand le chef de l'État effectivement appelle à travers une trêve sociale, la réponse est donnée quelques 2 heures après. C'est-à-dire qu'il n'en est même pas question. On n'attend même pas. C'est-à-dire, le préalable s'est dit, bon, comme il dit qu'il propose une trêve, nous allons voir qu'est-ce qu'il veut mettre comme contenu. Ce répit ne lui même pas laissé. On dit c'est même pas possible parce que la facture d'eau, ça n'attend pas et tout et tout. Donc, c'est dit déjà que dans l'esprit de certains, c'est même pas la peine de rêver. On n'en aura pas. On n'accordera pas. Ne serait-ce que de dire, on attend le préalable. Ça, c'est le premier constat. Deuxième constat, nous avons constaté effectivement la mise en place de certaines d'un organisme comme le Haut Conseil du dialogue social, et qui a également cristallisé les passions et qui devait fédérer et qui devait être le cas de rencontres et tout par rapport à un certain nombre de choses. Au Burkina, vous avez des entités syndicales également qui ont refusé d'y aller sur le prétexte que c'est de l'argent qui va être jeté par la fenêtre et tout, alors que c'est même la siège au plan sous-régional dans d'autres instances où ont même contribué à finaliser les documents du Haut Conseil du dialogue social. Donc, il y a ce cadre-là. Ensuite, vous avez un autre cadre qui avait été créé pour le système de mise à plat au niveau de la fonction publique. Donc, quand vous prenez toutes ces entités-là, finalement, la question que moi je me suis posée, à quoi va servir en définitive le dialogue gouvernement-syndicat, puisqu'il y a des cadres parallèles qui ont été créés, en plus de ce que Geoffroy venait de dire. Quand la troupe de la police signe un papier, puis tout le corps de la police est d'accord pour ne plus travailler dans ce climat d'insécurité totale et ou de terrorisme, vous faites quoi? Vous allez négocier directement avec eux. Quand des gens disent que c'est le réseau, après ils disent qu'ils luttent au niveau du MINFID, vous faites quoi? Ou bien quand des gens bloquent les évaluations. En réalité, le dialogue, cas par cas, s'est imposé à un moment donné. Donc, le dialogue gouvernement-syndicat ne pouvait que prendre un coup, parce que vous avez des syndicats également qui vous disent, écoutez, c'est vrai, le groupe, le dialogue gouvernement-syndicat, c'est avec l'UAS, mais nous, individuellement, on a d'autres problèmes que ce cadre-là ne prend pas en compte. C'est ça aussi la complexité de la réalité burkinabé. Donc, quand on met tout cela ensemble, effectivement, on constate que le dialogue gouvernement-syndicat n'arrive pas à tenir. Moi, ma question, est-ce qu'aujourd'hui même c'est pertinent de tenir cette rencontre, M. Kwanda? Mais oui. Bon, d'abord, je vais éclairer cette situation. Bon, un peu l'incompréhension, ou disons la partie opaque des différents cadres que vous venez de parler. Tout à fait. Parce que effectivement, le gouvernement peut dire quelque chose et 1 heure, même pas, et quelqu'un sort et il dit le contraire. C'est la liberté de chaque organisme syndical. Okay. Mais lorsque nous nous retrouvons en réunion au niveau de l'unité d'action syndicale, quand un problème est posé, il est discuté et la majorité peut
peut l'emporter. Et en ce moment, tout le monde se plie, même si on n'est pas d'accord. Et si en ce moment, on n'arrive pas à convaincre tout le monde, ben, chacun prend la direction qu'il veut. Voilà. Maintenant, bon, ici, moi, je suis là en tant que président de l'unité d'action syndicale. Je ne peux répondre qu'aux questions qui engagent l'unité d'action syndicale. Mais si vous m'aviez posé la question en tant que, comment dirais-je, syndicat... Non, en tant que président de l'unité d'action syndicale, que je pose la question de savoir est-ce qu'avec les cadres qui existent déjà au Conseil du dialogue social, cas par cas, système de rémunération, est-ce que la remise à plat du système de rémunération de la fonction publique, avec tous ces cadres-là, est-ce qu'il y a lieu encore de tenir la rencontre gouvernement-syndicat? Est-ce que c'est encore pertinent? C'est ma question. À mon avis, c'est très pertinent. C'est très pertinent. Pourquoi? Par exemple, vous avez fait partie du cas du Haut Conseil du dialogue social. Oui. Bon, c'est ce Haut Conseil du dialogue social sur lequel le gouvernement s'est appuyé avec le BT pour parler de la trêve sociale. Et quand la réunion s'est tenue, tous les syndicats étaient là. L'ensemble du mouvement syndical, c'est-à-dire l'unité d'action syndicale composée de 6 centrales et des 17 syndicats autonomes étaient là. Ça veut dire que tout le monde y voit un intérêt. Voilà, même si on n'a pas participé à la création du Haut Conseil, etc. Donc, moi je pense que, par rapport à la rencontre gouvernement-syndicat, c'est une rencontre qui est nécessaire parce que les problèmes qui sont posés ne sont pas seulement des problèmes liés aux travailleurs du secteur formel et de l'informel. C'est pour tout le monde. Quand nous demandons par exemple la baisse du prix du carburant, ce n'est pas vous et moi seulement qui payons le carburant. Il y a le commerçant, il y a comment j'allais dire, le cultivateur, etc. Donc, ne voyez pas seulement cette rencontre-là seulement sur le plan des travailleurs du secteur formel et de l'économie informelle, mais voyez ça dans un sens plus large concernant l'ensemble du peuple burkinabé. Mais c'est parce que ceux qui mènent les revendications sont effectivement ces travailleurs de la fonction publique. C'est pourquoi on a l'impression que c'est entre le gouvernement et ses travailleurs. Voilà. Donc, en réalité, c'est vrai qu'au niveau de vos syndicats, il y a des entités qui ne relèvent pas de la fonction publique forcément, voilà, et donc qui sont affiliés à certaines centrales qui existent, ça il faut reconnaître. Mais la communication qui est donnée fait qu'on oublie qu'il y a des commerçants qui sont dans des syndicats et qui sont dans des centrales. Oui, mais ça, c'est de l'autre côté qu'on voit la chose comme ça. Parce que nous, avant d'aller à la rencontre gouvernement-syndicat, mais l'ensemble des centrales syndicales sont là, bien sûr, avec les doléances de leurs syndicats de base. Donc, par exemple, les commerçants vont envoyer à leur centrale leurs préoccupations. Et ceux qui sont à l'électricité, ceux qui sont à l'eau, les travailleurs de l'économie informelle, les gens envoient leurs doléances que nous synthétisons pour d'abord rédiger notre cahier de doléances. Donc, c'est sur la base de ce que les syndicats de base ont envoyé que nous partons. Donc, ce n'est pas seulement les travailleurs du secteur formel ou de l'informel, non. C'est un ensemble. Malheureusement, quand nous parlons effectivement et que les gens font des commentaires sur nos déclarations, on voit que le côté de ceux qui travaillent, c'est sur ces deux plans-là. Mais en réalité, nous parlons au nom de tout le monde. Malheureusement, bon, on n'évoque pas effectivement le cas des commerçants, mais l'ensemble des préoccupations que nous posons, ce sont des préoccupations qui sont des préoccupations de l'ensemble du peuple burkinabé. Pour le moment, le secteur agricole n'est pas encore, ne s'est pas véritablement organisé en syndicat, mais nous pensons que à travers les années à venir, mais tous ces secteurs de l'économie. Vous allez les syndiquer. C'est ce que nous cherchons. Oui, nous allons les organiser et c'est ensemble que nous allons pouvoir lutter. Parce que vos préoccupations aujourd'hui ne sont pas forcément les miennes. Et mes préoccupations aujourd'hui ne sont pas forcément les préoccupations du cotoculteur. Donc il faut effectivement que chaque secteur puisse s'organiser en syndicat pour véritablement discuter. Avant que Bernard puisse poursuivre, je vais soutenir sa question parce que je la trouve particulièrement pertinente quand il parle justement de la pertinence de la tenue de cette rencontre-là. Parce que cette année, à l'occasion du 1er mai, qui est la fête du travail, vous avez décidé de ne pas lui mettre un cahier de doléances parce que vous dites qu'il y a des doléances qui ne sont pas encore respectées. Est-ce qu'aujourd'hui, effectivement, tenant compte de cela, il y a lieu d'aller discuter avec le gouvernement quand on sait qu'il y a des engagements qui ne sont pas encore pris? Mais si, parce que pour nous, la rencontre, elle est annuelle.
Même si, parce que la rencontre, on peut se rencontrer sans forcément aboutir à des conclusions satisfaisantes pour tout le monde. Chacun prendra sa part. Mais il faut déjà la tenir. C'est ce que j'ai parlé de considération. Vous avez suivi, c'est pas seulement le mouvement syndical que le gouvernement rencontre chaque année. Il y a le secteur privé, il y a les agriculteurs, il y a les jeunes. Pourquoi ces rencontres sont tenues? Et pourquoi pas avec le mouvement syndical? C'est pour ça que nous parlons de mépris, de manque de considération. Parce qu'il faut la tenir. La tenir ne veut pas dire forcément nous allons accepter toutes vos doléances. Mais déjà, allez-y, écoutez-les. Qu'est-ce qu'ils veulent vous dire? Mais voilà que vous avez claqué la porte déjà. Est-ce que c'est pas cette peur-là qui avait fait que le gouvernement n'était pas disposé à... Mais le gouvernement est responsable de cela. Parce qu'un problème qui est posé depuis 2014, s'il vous plaît. Et la première fois qu'on en a discuté, c'était en 2015, avec l'engagement du gouvernement de mettre en place un comité bipartite pour discuter de la question. Ça ne s'est pas tenu. En 2017, nous sommes revenus encore sur la table avec un préalable. Cela a été encore posé et le premier ministre Paul Kabatiba, à l'époque, a donné, parce que la rencontre s'est tenue en janvier, jusqu'au 1er février, il a encore donné la fin du mois de février pour mettre cette commission-là afin de discuter de la question. Et depuis 2017 jusqu'à aujourd'hui, nous pensons que si le gouvernement est sérieux, il a eu largement le temps pour examiner la question et de venir nous dire, ne vous en faites pas, nous avons des réponses à cette préoccupation, les voilà, et on continue la discussion. Mais quand vous arrivez et que vous faites semblant d'ignorer même la question, la question, pour nous, ça pose un problème. Ça pose un problème. Et donc, pour nous, il n'était plus question de continuer. Effectivement, c'était depuis 2014 que cette affaire est sur la table. Maintenant, vous avez claqué la porte les uns les autres. Pourquoi il y a autant de passions qui se cristallisent autour du préalable que vous avez donné avant de poursuivre? Depuis que nous avons commencé cette émission, vous avez parlé des grèves par-ci, des grèves par-là. On y en venait. Voilà. Mais c'est quoi? Mais c'est une question d'injustice, une question comment j'allais dire, d'inégalité, d'injustice sociale. L'IUTS, c'est quoi? C'est l'impôt unique sur le traitement et salaire. Ouais. Qui, aujourd'hui, n'est pas remis en cause dans sa globalité par le mouvement syndical. Le mouvement syndical met en cause l'UTS qui frappe les indemnités et les primes servies aux travailleurs du public, du parapublic, du privé, du parapublic. Voilà le problème. Et qui ne frappe pas les autres travailleurs. Nous sommes les fils d'un même pays. Tout le monde sait que notre pays ne peut pas se bâtir sans les impôts. Mais pourquoi imposer une partie des travailleurs et pas l'autre? Qui sont ceux qui ne sont pas imposés? Mais la fonction publique n'est pas imposée. Il n'y a que le privé et les sociétés d'État et parapubliques. Alors, est-ce que vous pensez que cela est juste? Quand on parle tout le temps de justice sociale, etc., vous ne pouvez pas, depuis des années, parce que depuis l'instauration de cette UTS-là, jusqu'à aujourd'hui, je pense que les travailleurs du secteur privé, parapublic-là, ils ont été suffisamment patients. Et si nous voulons une accalmie dans ce pays-là, ce sont ces injustices-là qu'il faut commencer par corriger. Vous voulez qu'on... On veut un calme, pas une accalmie. Parce que la calmie, c'est un calme passager. L'état à tout le monde, ou bien on supprime totalement? Mais non, nous attendons des propositions. Pour nous... Mais vous proposez quoi? Pour nous, la seule façon, puisque les deux fois, le gouvernement a trouvé qu'il fallait garder le statu quo pour la fonction publique. C'est-à-dire qu'il ne veut pas imposer la fonction publique. Mais n'imposez pas les autres. Donc pour nous, c'est de supprimer l'IUTS sur les primes et indemnités du secteur privé et parapublic. Pas plus que ça. Alors vous avez posé le préalable à vous dire que tant que ce n'est pas ça, vous ne revenez plus à la table de dialogue, vous êtes revenu, est-ce que ça a été réglé? Non, ça c'est pas réglé, mais ça sera forcément réglé. Parce que le gouvernement a intérêt à ce que cela soit réglé. Je vous ai parlé de l'injustice. Vous ne pouvez pas avoir deux enfants et les traiter différemment. Et auquel cas, il y aurait une partie qui va se révolter. Nous sommes d'accord. Maintenant, dans le process même, vous venez, vous posez ça comme préalable, vous quittez la table, ce n'est pas réglé, vous revenez aux discussions. Ça veut dire que ça va être reversé dans les discussions que vous aurez. Pourquoi n'avons pas commencé comme ça? Non, c'est parce que mais voilà, le Premier ministre aurait pu dire on va commencer par ça. Mais il a dit non. Il a dit non, et si vous n'êtes pas d'accord pour ça, on se lève. Mais donc, nous attendons, quel que soit le jour et l'heure à laquelle ils vont nous commencer, tant que ce problème ne sera pas réglé, l'unité d'action syndicale ne s'asseyera pas pour discuter de quoi que ce soit.
Mais ça ne veut pas dire que les autres préoccupations sont moindres. Mais quand même, nous pensons que c'est un problème qui traîne depuis longtemps et qu'on n'a pas besoin de tiraillement pour les régler. Mais dans ce pays, certaines questions ont toujours été gérées comme ça. C'est-à-dire que les questions qui ne font pas l'objet de consensus, on les met de côté, on discute sur les autres avant de revenir trouver un autre cadre. Oui, mais ça fait combien d'années 2014 à 2019, ça fait combien? Pendant 5 ans, on met chaque fois de côté un problème, mais il faut un jour, il faut avoir le courage d'en discuter un jour. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que ça coûte à l'État de le supprimer? Quels sont les arguments qui vous sont avancés? Non, il n'y a aucun argument. Nous avons dit que nous n'avons reçu aucune proposition. Donc c'est le gouvernement seul qui peut vous expliquer pourquoi il reste silencieux et sur ce problème qui date depuis 1974. Bon, il n'y a pas que la question de l'UTS, il y avait d'autres questions aussi qui étaient posées sur la table. Alors si les choses s'étaient bien passées, quel était l'ordre du jour? Quels sont les sujets, les points sur lesquels vous devriez échanger et leur pertinence? Bon, il y a plein de... D'abord, il y a les... Je ne pourrais pas vous les citer parce que je ne me suis pas préparé à ça. Je ne peux pas... Parce que c'est quand même le cahier de doléances de plusieurs années. Parce qu'il n'y a pas que le cahier de doléances de 2017, mais il y a les engagements de l'État des années antérieures qui n'ont pas été satisfaits. Donc, ça, c'était le premier point que nous allons débattre. C'est-à-dire, avant même d'attaquer les préoccupations de 2017, on allait discuter des engagements de l'État non exécutés, avant de venir sur les préoccupations de 2017. Donc c'est vous dire que c'est toute une panoplie de préoccupations qui sont là et qu'il allait être déversées au débat. Bon, je pense que quand on revient toujours sur la question de discussion gouvernement-syndicat, les syndicats disent toujours que c'est des gens qui ne respectent jamais les engagements. Vous revenez, c'est encore la même critique. Ils ne respectent pas les engagements. Vous allez commencer des discussions, ils vont prendre des engagements. La prochaine rencontre, ils ne respectent pas les engagements. Au finish, je pense que ce qu'on finit par avoir, ce n'est pas dans la discussion globale, c'est ce que les gens défendent au cas par cas avec la capacité de nuisance. Est-ce que c'est le seul langage que comprend aujourd'hui notre exécutif? Moi, c'est l'impression que nous avons au niveau de l'unité d'action syndicale. Parce que, comme je vous ai dit, il faut d'abord aller au charbon pour que le gouvernement prenne des engagements. Et ensuite, il faut aller également au charbon pour que ces engagements soient respectés. Ce qui est sûr, nous restons fidèles à nous-mêmes et nous savons quel est le rôle que nous avons joué. Vous savez que pour qu'il y ait justement les élections et tout, il a fallu que le mouvement syndical s'implique à arrêter le coup d'État du général Diendéré. Nous avons contribué activement à cela et ce n'est pas seulement ça. Il y a depuis les années 60 où le mouvement syndical s'est manifesté. Donc il y a plein nous connaissons notre rôle. Et nous allons toujours la jouer. Et sur votre rôle, justement, je vais rappeler les propos d'un ministre qui est aussi figure de pro au sein du RPP, qui disait que vous êtes quand même, quand on parle du monde syndical, à part devant le monde, vous êtes l'un des plus durs et les plus rigueux. Ça, c'est son sentiment. Ça, c'est son sentiment. Oui, ça ne regarde que lui. Mais ce que nous savons, nous pensons que nous sommes suffisamment conscients, nous sommes suffisamment responsables. Et c'est ce qui même fait que les engagements de l'État, par exemple, cet engagement par rapport à l'UTS, nous l'avons supporté jusqu'à maintenant. On aurait été aussi dur qu'il le disait dès février 2017, la fin février 2017, mais on allait se mettre en mouvement. Parce que la grande partie de ceux qui payent l'impôt, c'est le secteur privé et les parapublics. Et si nous organisons ces gens-là pour aller en lutte, soyez sûr que le gouvernement finira par... Mais souvent ceux qui bloquent la machine, mais qui grippent la machine, c'est plutôt les agents du public. Les gens du privé, eux, ils se disent, bon, à quoi bon? Tu vas payer pour finir. Donc, au lieu de marcher, fermer ta boutique, autant commencer à chercher à encaisser et puis te demander comment tu vas payer. C'est au niveau de la fonction publique qu'on peut se permettre d'avoir des problèmes de réseau, qu'on peut se permettre de dire, bon, écoutez, on ne soigne pas, on peut se permettre ceci ou cela. Au privé, il ne se pose pas de questions des fois. À l'entame de notre émission, vous avez fait cas de ce que le ministre de l'Éducation a dit par rapport comment on appelait ça, les établissements conventionnels, qui
qui doivent avoir un certain nombre d'enfants payés, dont la scolarité est payée par le gouvernement et ces enfants les élèves fictifs. Voilà. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que si chacun reste dans son coin, il fait ses propres affaires, ses propres business, mais notre pays n'avancera jamais. Il faut un début à tout. Donc, nous disons que par rapport à la situation du Burkina là, tout le monde doit se lever et obliger l'État déjà à respecter lui-même ses engagements. Parce que c'est ça l'épine dorsale de ce qui se passe dans notre pays. Vous avez des gouvernements qui arrivent, qui vous promettent ciel et terre, tout en sachant qu'ils ne vont pas le faire. Et ça, ce n'est pas bien. Et c'est pas responsable. Pour nous, ça ne sert pas de dire je vais faire ça tout en sachant qu'on ne va pas le faire. Vaut mieux dire nous n'avons pas suffisamment de moyens financiers pour le faire. Nous nous engageons, mais voilà comment nous comptons le faire. On peut différer de 2 ans, 3 ans, mais parce qu'on aura eu cet accord-là avec les travailleurs. Vous avez parlé du front social, la fronde sociale depuis l'arrivée Si au départ, effectivement, le gouvernement, à l'arrivée, avait rencontré le mouvement syndical, fait le point de ce qu'il a trouvé, exposer vraiment la situation financière du gouvernement sans vraiment rien cacher et donner des exemples par rapport même à leur train de vie et tout ça. Je pense que nous sommes suffisamment responsables aussi pour comprendre et demander à l'ensemble des travailleurs une trêve, comme on aime le dire, pour permettre à ce gouvernement d'avancer. Mais quand vous avez c'est pas ce qu'on n'a jamais entendu. Lorsque il parlait, c'était la loi 0,81. On parlait de la loi 81. Voilà, 0,81. On se rappelle, c'était Clément Savado qui était encore ministre de la fonction publique. Il parlait de l'impact que cela aurait et la question de soutenabilité. C'est des choses. Il a fait quelques simulations, il a donné quelques chiffres sur l'impact que cela aura. Et c'est seulement cette loi-là. Il a dit qu'il y a beaucoup d'autres engagements qui avaient été pris et que ça allait difficilement soutenable. Donc, je pense que c'est des arguments aussi qui vous ont été reversés. Et c'est même la raison pour laquelle on a eu la conférence. Voilà. Maintenant, comment est-ce que vous avez accueilli ça? Voilà, il a fallu. Maintenant, c'est comment est-ce que vous avez accueilli ça? Voilà. Mais parce que justement, après avoir dit ça, ou avant d'avoir dit ça, il y a des choses qui ont été faites. Les gens ont demandé à ce que l'État diminue son train de vie, on a demandé plein de choses. Est-ce que ça a été fait? Il a fallu que le gouvernement soit pris à la gorge pour justement demander la tenue de cette conférence. Mais voilà, moi je ne vous parle pas de... Voilà, le gouvernement a pris les choses, service. Le gouvernement a peut-être 1 mois, 2 mois après, il rencontre le mouvement syndical, il explique ce qu'il a trouvé. Mais ce n'est pas ce que nous avons vu. Ce qui s'est passé, c'est en voulant régler des préoccupations de certains travailleurs qu'on est arrivé à dire que le taux de la masse salariale par rapport au produit national était très élevé, etc., qu'on a dépassé la norme de l'UMOA, qu'on a posé ce problème. Mais quand ils sont venus, ils voyaient déjà la masse salariale. Ils pouvaient dans ce temps-là dire voilà ce que nous avons trouvé. Si on fait cela ou ceci, voilà ce que les conséquences négatives que cela peut apporter. Mais non, si on arrive, on fait comme si effectivement on a l'argent, mais... Bon, là, vous êtes en train de parler des magistrats ou quoi? Non, ici, on est au tribunal, il faut dire les choses, il faut appeler les chats un chat. C'est le tribunal de l'actualité, mais c'est pour que j'ai dit... Il faut... Mais quand est-ce qu'ils ont fait comme s'ils ont de l'argent? Parce qu'il faut crever l'abcès en même temps. Mais oui, c'est le cas des magistrats peut être un cas, comme on peut citer, comme si l'État avait l'argent. Voilà. Et si vous vous rappelez, et si vous faites une analyse, vous allez voir que c'est depuis ces accords-là que la fronde sociale a connu le renouveau. Voilà, jusqu'à aujourd'hui. Parce que c'est comme ça. Nous sommes dans le même pays, nous vivons les mêmes réalités, et il faut une justice sociale. Alors, voilà. Rencontre pour rencontre, est-ce que la conférence sur le système de la remise à plat est toujours d'actualité? Parce que vous avez affirmé que vous avez été déçu, vous avez été trahi. Est-ce que c'est toujours d'actualité au regard des derniers développements? Parce que en 2016, c'est la satisfaction des magistrats qui a entraîné les problèmes. 2019, c'est le MINFID qui a relancé la machine. C'est à peu près un remake de l'histoire. Est-ce que cette conférence-là encore tient, selon vous? Mais vous l'avez dit tout à l'heure que
il y a certains syndicats certaines centrales et certains syndicats autonomes qui sont partis à cette conférence, tout le monde n'est pas parti. Oui, et là, moi, je parle au nom de tout le monde. Donc, il m'est difficile de répondre à cette question sans trahir. Mais au niveau de l'UAS, comment c'est perçu? Au niveau de l'UAS, on ne peut pas vous parler de la conférence parce que je vous ai dit qu'il y a des syndicats autonomes et une centrale qui n'ont pas participé. Les autres centrales ont leur avis sur la question, ça c'est sûr. Si j'étais invité au nom de ces camarades-là, de ces centrales-là, je pourrais vous dire quelque chose. Mais au nom de l'unité d'action syndicale, je préfère ne pas aborder la question pour ne pas... Est-ce que ce n'est pas le fond du problème? Est-ce que ce n'est pas le fond du problème? Ça veut dire que quand on est ensemble, on dit il faut qu'il y ait une justice, au moins dans la redistribution des richesses. Et que le salaire qui est le juste prix de la rétribution du travail, de la force au travail, respecte quand même un certain genre d'équité. Ça, on le dit quand on est ensemble. Maintenant, quand on est seul, on essaie d'avoir le maximum. Est-ce que ce n'est pas ça le problème? Non. Quand on est dans son secteur, on essaie d'avoir le maximum. On dit aux autres, si vous voulez pour vous lutter, nous, sachant que chacun a sa capacité de nuisance, je le dis encore. Et justement, c'était à l'État de dire, vu que la situation est telle, nous n'allons pas gérer ces préoccupations-là au cas par cas. Nous allons trouver une formule pour gérer l'ensemble des préoccupations. Et en ce moment-là, effectivement, on peut gérer d'une façon, j'allais dire, assez profonde, les iniquités, les inégalités entre les travailleurs. Le problème que vous posez, c'est un problème à la fonction publique. Les travailleurs de la fonction publique sont régis par le ministère, si vous voulez, par le ministère de la fonction publique du travail et de la protection sociale. Mais si au sein d'un seul ministère, les travailleurs sentent des inégalités criardes entre eux, mais c'est tout à fait normal qu'il y ait des plaintes, c'est tout à fait normal qu'il y ait des critiques. Et quand on a la possibilité effectivement de les revendiquer, ils vont aller. Comme je vous ai dit, c'est des syndicats qui sont sectoriels, d'autres appartiennent à des centrales syndicales, d'autres ne sont affiliés à aucune centrale syndicale. Donc ce sont des syndicats autonomes. À partir de ce moment-là, il est difficile pour l'unité d'action syndicale d'aller dire non, ne faites pas ça. Mais si l'État avait convoqué l'ensemble de ces syndicats-là ensemble pour régler le problème d'une façon globale, je pense qu'on aurait réussi. Alors, le dialogue a repris, malgré les préalables, vous êtes revenu à la table de négociation. Quelle a été la garantie pour que vous puissiez revenir? Nous ne sommes pas encore revenus. Nous avons dit que nous sommes prêts à revenir. Une déclaration d'intention. Voilà, c'est-à-dire que nous ne sommes pas opposés. C'est pourquoi le préalable est sur la table. Le préalable est là. Quand vous dites que le ministre Clément Saourou dit que nous sommes les plus durs, nous ne sommes pas durs. La preuve, nous sommes prêts à revenir. Mais à la condition que ce soit ce problème-là qui soit réglé au départ. Est-ce que ce n'est pas juste pour que l'opinion ne vous prenne pas pour responsable de l'échec de ce dialogue? Ah non. Moi, de faire valoir. Je vous ai expliqué. Je crois que si vous m'avez écouté, vous voyez déjà d'où est partie la faille, voilà l'erreur. Donc pour nous, 2015 et 2019, le gouvernement a eu le temps de nous faire des propositions. Ils nous ont même pas fait une seule proposition, ils nous ont refusé. Donc pour nous, c'est une volonté. Mais la question des UTS n'était pas la plus importante. Pourquoi sacrifier tout le reste au nom d'une seule question? Mais c'est ce que je vous ai dit, c'est déjà un signal fort de l'injustice entre les travailleurs qu'il faut corriger. On peut pas. Il faut que les différentes questions là, que le gouvernement doit résoudre, puisque en fait le gouvernement attend seulement qu'on tape sur la table pour répondre. Et ça, c'est une préoccupation de longue date. Voilà. Et le mouvement syndical a trouvé qu'il était temps que cette préoccupation soit réglée aujourd'hui. Vous disiez que pour ce qui est de Thiéba, Paul Kaba-Thiéba, il y avait des propositions de mise en place d'une commission. Le comité bipartite. Voilà. Donc ça veut dire qu'il y avait un début au moins de réflexion là-dessus, l'acceptation au niveau de l'exécutif d'un début de réflexion là-dessus. Maintenant, avec le Premier ministre actuel, c'est juste qu'on ne débat même pas de ça Non, il n'y a pas eu, jusqu'à l'heure où je parle, il n'y a pas eu cette commission-là. La commission n'a jamais été mise en place jusqu'à aujourd'hui. En tout cas, au niveau du mouvement syndical, nous ne savons rien.
nous n'avons aucun responsable qui fasse partie d'une quelconque commission bipartite gouvernement syndicat sur la question de l'UTS. Et le Premier ministre actuel refuse d'aller dans le sens de la mise en place de cette commission-là ou pas? Non, apparemment non. Et selon le communiqué de presse que nous avons tous lu, il a dit qu'il y a un travail qui est déjà fait et qu'à la limite, ils allaient venir débattre avec nous. Nous attendons. Si eux, ils ont travaillé en solo, comme on dit, mais il faut venir maintenant discuter de ça avec nous. Pour le moment, nous n'en savons rien. Okay. Alors, que dites-vous des vieux dossiers comme la question du check-off, les permanents syndicaux, la signature de l'arrêté portant tarif de transport pour les agents publics affectés, la signature de l'arrêté portant aussi coupure pour faire des grèves, la finalisation de la relecture de la loi 028 portant coût du travail et aussi la loi 033. Est-ce que si ces questions-là, sinon les positions de l'UAS ont assez évolué pour qu'aux échanges-là, on puisse parvenir à quelque chose? Oui, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Ça, ce sont les engagements déjà pris par le gouvernement. Et c'est ceux sur lesquels nous allons commencer à l'entame de la discussion, de la rencontre si elle a lieu. Nous allons d'abord éponger ce volet-là avant d'attaquer le reste. Voilà. D'accord. Alors, il nous reste 5 minutes. Autre question ou on tire des conclusions de cet entretien? Moi, je n'ai plus de questions. D'accord. Je vous explique justement cette sortie de l'unité d'action syndicale à travers un communiqué qui marque sa disponibilité au dialogue, qui montre sa volonté de revenir sur la table de négociation. Et le gouvernement aussi qui annonce pareil. Bernard? C'est la particularité au niveau du Burkina. Tout le monde dit disponible au dialogue. Sans a priori, mais c'est sur la table que les choses se coincent. Ni le gouvernement ni le syndicat. Entre les deux, aucune des deux entités ne disent je ne suis pas d'accord pour une table de négociation. Donc le préalable de dire que nous sommes disposés pour le dialogue, lui il est posé. Il ne pose pas véritablement pas de problème. Mais chacun tient l'autre pour responsable à un moment donné si ça ne marche pas. Bon, comme quelqu'un avait fait la très belle remarque que au nom de la mauvaise foi, le syndicat au nom de la mauvaise foi du gouvernement joue sa partition. Le gouvernement aussi dit le syndicat n'est pas de bonne foi, donc voilà pourquoi nous avons adopté une telle position. Et donc c'est des accusations sur fond de responsabilité et ou de culpabilité par rapport à ce qu'il y a à faire. Mais il y a des engagements, comme il a dit, qui ont été pris depuis longtemps, qui peinent à être respectés. Il y a un mouvement syndical également qui est dur, et une réponse parfois d'un gouvernement aussi qui n'est pas à la hauteur des attentes, ou parfois qui commet des erreurs de parcours, des impairs. En 2016 on en a eu, en 2019 également on en a eu, alors qu'on était sur une bonne lancée de mon point de vue par rapport à la remise en place sur le système de rémunération pour les questions d'équité au niveau de la fonction publique. Ça a été très bien vu, mais bon, apparemment à l'arrivée, les fruits n'ont pas porté la promesse des fleurs. Bon, je ne sais pas maintenant qu'est-ce que ça va donner avec la rencontre gouvernement-syndicat, quand on sait aussi que chaque entité syndicale a sa plateforme et assise et attend. Donc ce qu'on souhaite, c'est que les choses se passent bien. Du reste, chaque candidat est disponible ou disposé pour le dialogue. Donc on attendra de voir comment est-ce que ça va se jouer. Geoffroy? Quand on regarde tout ça, moi je dis seulement qu'on est face à un vrai dilemme. C'est-à-dire que quand vous allez dans la dynamique d'une rationalisation, sachant que vos richesses sont limitées, parce que quoi qu'on dise, c'est pas illimité. Donc ça veut dire que dans la rationalisation, si vous voulez être rationnel vous-même, vous voulez être logique avec vous-même, ça veut dire qu'il faut préparer les esprits à certains qui vont perdre des choses et à d'autres qui vont en gagner. Maintenant, à la réalité aussi, c'est que la somme des intérêts individuels ne donne pas l'intérêt général. Et ça, on le voit avec la façon dont les syndicats luttent. Quelquefois, même, c'est antinomique avec l'intérêt général. Ou, parce qu'on a la plus grande capacité de nuisance, on se dit qu'on peut tout obtenir. Parce que lorsqu'on déclenche le nôtre, c'est difficile à l'autre de pouvoir contenir les conséquences. Et quand c'est comme ça, vous obtenez tout. Mais je dis encore, nos richesses, on peut les étendre, mais c'est dans la durée. Pour l'instant, c'est ça et c'est ça qu'on a à se partager. Donc si quelqu'un coupe la grosse part du gâteau, je suis désolé, à côté, on doit le reste à se partager. Donc il y a une logique. Il y a une logique qui est implacable là. Soit que les uns se parlent et se disent certaines vérités, et aussi que le gouvernement s'assume. Parce qu'on ne peut pas continuer de promettre et puis ne pas pouvoir respecter les engagements. Et puis c'est ridicule et c'est même risible que d'appeler des pères de famille à chaque fois à venir s'asseoir sur une table, alors que vous saviez pertinemment que vous êtes assis, il y a
il y a 1 an, vous êtes assis il y a 3 ans, et vous avez pris des engagements que vous n'avez pas respectés, et vous allez prendre des engagements aujourd'hui encore dont vous n'avez pas su du respect. Il faut qu'on soit clair. Il faut de la fermeté. Il faut que les gens sachent que derrière là, c'est un Burkina qu'on laisse après. C'est ça le plus important. D'accord. Merci à tous les deux pour cette façon de voir les choses. Monsieur Yamba, vous voyez bien que l'opinion pourrait être maintenant mieux informée de vos raisons à vous d'avoir quitté la table de négociation et surtout votre disponibilité à reprendre le dialogue. On va se donner le temps d'avoir le gouvernement pour l'entendre aussi sur ses raisons avant de pouvoir espérer que le dialogue puisse se renouer à travers une autre rencontre. Merci de votre disponibilité. Vous voulez dire quelque chose? Allez-y. Oui, je voulais dire, l'unité d'action syndicale a une pensée pieuse à l'endroit de nos militaires qui tombent j'allais dire presque chaque jour sur le front. Nous avons une pensée pieuse à l'endroit de la population qui subit les astres du terrorisme, la population déplacée, etc. Et nous voulons surtout faire comprendre que nous sommes conscients de la difficulté que notre pays traverse aujourd'hui à travers ce terrorisme. Mais justement pour que nous puissions faire corps ensemble, pour que nous puissions parler d'une même voix et agir ensemble, il faut que chacun se sente bien dans son pays, il faut que chacun se sente égal à l'autre. Et c'est ensemble que nous allons gagner. Merci à vous, Monsieur Yamba Georges Kwanda, président de l'unité d'action syndicale, d'être passé sur ce plateau pour nous expliquer la situation de cette rencontre gouvernement-syndicat. Mesdames, Messieurs, on s'arrête là. Espérons vous retrouver demain pour la dernière convocation de la semaine. Que la paix nous fasse la guerre, que la guerre nous fasse la paix. Au revoir.